Nous vivons une époque de profonde désorientation, une ère marquée par une cacophonie de crises qui semble converger sur la civilisation occidentale, remettant en question ses fondements, son identité et jusqu'à sa viabilité future. Les récits de déclin, autrefois murmurés dans des cercles académiques restreints ou dans des pamphlets apocalyptiques, résonnent désormais dans le discours public, alimentés par des fractures sociales, une instabilité économique, des convulsions culturelles et un sentiment généralisé de perte de repères. L'optimisme progressiste qui a caractérisé l'après-guerre et célébré la fin de l'histoire semble s'être dissipé, remplacé par une anxiété diffuse, un pressentiment que les structures qui soutenaient l'ordre libéral s'érodent sous nos pieds. La question se pose, l'Occident serait-il irrémédiablement condamné à une lente dissolution, victime de ses propres contradictions internes et de la pression de forces externes hostiles, ou existerait-il, dans les profondeurs de sa propre tradition intellectuelle et spirituelle, des ressources encore inexploitées, capables d'offrir une voie vers le renouveau et la redécouverte d'un dessein commun? C'est dans ce contexte d'incertitude radicale que les voix de penseurs comme Edmund Burke et Russell Kirk, souvent relégués aux marges du débat contemporain ou caricaturés comme de simples réactionnaires, acquièrent une résonance inattendue et, pour certains, une urgence pressante. Ces héros d'une sagesse ancienne, ancrés dans la prudence, la tradition et l'ordre moral, pourraient-ils offrir les clés non seulement pour diagnostiquer la maladie occidentale, mais aussi pour prescrire un remède efficace? La proposition d'une révolution conservatrice, inspirée de leurs héritages, sonne paradoxalement une révolution pour conserver, mais c'est peut-être précisément dans cette tension que réside la possibilité d'une voie alternative, une voie qui rejette à la fois la démolition nihiliste et la stagnation complaisante, cherchant plutôt une revitalisation organique à partir de ses racines. Cet essai se propose d'explorer cette possibilité, en plongeant dans les complexités de la pensée de Burke et Kirk et en examinant comment leurs idées pourraient éclairer des stratégies concrètes pour reconstruire les fondations morales, culturelles et institutionnelles de l'Occident, avec un accent particulier sur le renforcement des communautés locales et la critique d'un cosmopolitisme déraciné que beaucoup considèrent comme l'une des principales sources de la désintégration actuelle. Il ne s'agit pas d'un exercice de nostalgie, mais d'une enquête sur la pertinence pérenne de certains principes pour la santé de tout ordre social durable. La crise occidentale, aux multiples facettes et perméables, se manifeste à divers niveaux. Sur le plan politique, nous assistons à une polarisation croissante, à l'érosion de la confiance dans les institutions démocratiques et à la résurgence de nationalisme et de populisme qui défient l'ordre libéral international. Économiquement, l'instabilité financière, l'inégalité grandissante et la précarisation du travail engendrent insécurité et ressentiment, minant la cohésion sociale. Culturellement, un relativisme agressif semble corroder les valeurs partagées, tandis que les débats identitaires fragmentent la société en tribus hostiles, rendant difficile le dialogue et la recherche d'un bien commun. Spirituellement, un vide existentiel semble s'étendre, à mesure que les sources traditionnelles de sens aux religions, communautés, nations perdent leur force de liaison pour beaucoup, laissant les individus à la dérive dans un océan d'options superficielles et de consumérisme effréné. Face à ce tableau, les réponses dominantes aussi fréquemment entre deux pôles, d'un côté, une défense technocratique du statu quo libéral, qui minimise la profondeur de la crise ou l'attribue à des facteurs externes et contingents, proposant des ajustements incrémentaux et davantage de mondialisation comme solution. De l'autre, des réponses radicales, qu'elles soient de gauche ou de droite, qui proposent des ruptures drastiques, des utopies révolutionnaires ou des régressions autoritaires. Ce que la perspective conservatrice, dans la lignée de Burke et Kirk, offre, c'est une troisième voie, une voie qui reconnaît la gravité de la situation, mais recherche les causes non seulement dans des failles conjoncturelles, mais dans des déviations philosophiques et morales profondes qui se sont accumulées au fil des siècles. Pour Burke, la Révolution française n'a pas été un simple événement politique, mais la manifestation catastrophique d'une philosophie abstraite et rationaliste qui méprisait la sagesse accumulée de la tradition, la complexité organique de la société et les limites de la nature humaine. Pour Kirk, le XXe siècle a été témoin de la consolidation de ces tendances, avec l'avancée des idéologies totalitaires et l'érosion des choses permanentes, ces vérités morales et spirituelles qui transcendent les modes passagères et ancrent l'existence humaine. Tous deux ont mis en garde contre les dangers de ce que Burke appelait les sophistes, économistes et calculateurs, des Kirk les idéologues, ceux qui cherchent à redessiner la société à partir de plans abstraits, ignorant les réalités concrètes de la vie humaine, les liens d'affection, les coutumes locales et l'ordre transcendant. La révolution qu'il propose, par conséquent, n'est pas celle des barricades et des guillotines, mais une révolution intérieure, une réorientation de l'âme individuelle et collective vers la prudence, l'humilité, le respect du passé et la reconnaissance d'un ordre moral objectif. C'est une révolution qui commence non pas dans les palais du pouvoir centralisé, mais dans les cœurs et les esprits des individus et dans les petites communautés où la vie réelle se déroule. Les racines historiques de cette crise perçue et de la réponse conservatrice à celle-ci sont profondes et complexes, remontant, au moins, aux transformations intellectuelles et sociales déclenchées par les Lumières. Bien que les Lumières aient apporté des avancées indéniables en sciences, en droit de l'homme et en gouvernance rationnelle, certains courants en son sein, particulièrement ceux associés à des penseurs comme Rousseau et, plus tard,
aux idéologues de la Révolution française ont promu une vision de l'être humain comme radicalement autonome, détaché des traditions et des liens préexistants, et capable de reconstruire la société à partir de principes purement rationnels et abstraits. Ce fut la mentalité que Burke combattit si véhémentement dans ses réflexions sur la Révolution de France. Il n'était pas un opposant à la raison ou à la réforme, mais plutôt à la raison désincarnée, à la présomption selon laquelle les générations présentes posséderaient la sagesse et le droit de démolir des institutions et des coutumes qui avaient évolué organiquement au cours des siècles, éprouvées par l'expérience et adaptées aux circonstances particulières d'un peuple. Burke défendait une vision de la société comme un partenariat entre les vivants, les morts et ceux qui ne sont pas encore nés, un héritage précieux à recevoir avec gratitude, à préserver avec soin et à transmettre avec des améliorations prudentes. Il valorisait le préjugé non pas dans le sens moderne d'intolérance, mais comme le jugement pré-réflexif, l'habitude et l'affection qui guident l'action humaine de manière plus sûre que la spéculation abstraite. Il voyait les institutions locales, la petite patrie, Little Platoon, comme des écoles de vertu civique et des remparts contre la tyrannie du pouvoir centralisé. Le rejet de cette sagesse burkéenne, argue ses disciples, a ouvert la voie aux convulsions révolutionnaires des 19e et 20e siècles, à l'émergence d'idéologies totalitaires qui promettaient des paradis terrestres par l'ingénierie sociale radicale, et à l'érosion progressive des structures intermédiaires familles, églises, communautés locales qui servaient de médiation entre l'individu et l'État. Russell Kirk, écrivant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au plus fort de la guerre froide, a repris et actualisé la critique burkéenne, identifiant les choses permanentes qui constituaient le cœur de la tradition conservatrice occidentale, la croyance en un ordre moral transcendant, la valorisation de la continuité sociale et de la tradition, le principe de prescription, le respect des droits et des institutions établis par le temps, le principe de prudence dans la réforme, l'importance de la variété et de l'inégalité naturelle contre l'uniformité imposée, le lien entre liberté et propriété, et la reconnaissance des limites de la raison humaine et de la nécessité de frein au pouvoir et aux passions. Kirk voyait le XXe siècle comme un champ de bataille entre ces vérités durables et les idéologies modernes libéralisme progressiste, socialisme, communisme, utilitarisme qui, selon lui, partageaient une racine commune dans l'humanisme séculier et le rejet de l'ordre transcendant. La crise contemporaine, dans cette perspective, est la culmination logique de cette longue bataille, où les forces de la dissolution semblent avoir momentanément pris l'avantage. L'un des mécanismes les plus insidieux par lesquels l'érosion des valeurs et des institutions traditionnelles se produit est sa présentation comme un processus naturel ou inévitable, une conséquence inéluctable du progrès historique, de la mondialisation ou de l'évolution technologique. Ce récit d'inévitabilité sert à désarmer la résistance, induisant un sentiment d'impuissance et de résignation. Remettre en question la direction des événements est dépeint comme un acte de nostalgie futile, d'ignorance réactionnaire, voire de mauvaise foi. Pensons, par exemple, à la dissolution des frontières culturelles et à l'homogénéisation promue par une culture de consommation globale. Ceci est fréquemment présenté non pas comme le résultat de décisions politiques et économiques spécifiques, la promotion d'accords de libre-échange sans considération pour leurs conséquences sociales, la concentration du pouvoir médiatique entre peu de mains, l'exportation d'un modèle culturel spécifique comme universel, mais comme un flux spontané et imparable auquel il serait vain de résister. De même, la sécularisation croissante et le déclin de l'influence religieuse sont souvent décrits comme le résultat nécessaire de l'avancement scientifique et de la rationalité moderne, ignorant le rôle actif de mouvements intellectuels, de campagnes politiques et de changements législatifs qui visaient délibérément à marginaliser la religion de la sphère publique. Le langage lui-même est coopté dans ce processus. Des termes comme progrès, modernisation, inclusion et diversité sont fréquemment employés de manière à obscurcir leurs implications réelles et à délégitimer toute alternative. Qui oserait s'opposer au progrès? Mais que signifie le progrès dans ce contexte? Signifie-t-il nécessairement l'abandon de modes de vie éprouvés par le temps au profit d'expériences sociales non prouvées? Signifie-t-il la centralisation du pouvoir au détriment de l'autonomie locale? Signifie-t-il la redéfinition d'institutions fondamentales comme la famille ou l'identité nationale? L'inclusion et la diversité, valeurs intrinsèquement positives, peuvent être instrumentalisées pour promouvoir un agenda qui, dans la pratique, exige la suppression de certaines visions du monde traditionnel ou l'imposition d'une uniformité idéologique sous l'apparence du pluralisme. Burke mettait déjà en garde contre la tyrannie des abstractions, et Kirk dénonçait la manipulation du langage par les idéologues. Tous deux insistaient sur l'importance de regarder au-delà des étiquettes et d'examiner les conséquences concrètes des politiques et des idées. Démasquer cette rhétorique de l'inévitabilité est donc une première étape cruciale pour toute tentative de revitalisation conservatrice. Elle requiert un scepticisme sain à l'égard des récits dominants, une disposition à remettre en question les présupposés non déclarés et une capacité à discerner entre les changements organiques et les impositions idéologiques. Elle requiert, par-dessus tout, le courage d'affirmer que l'avenir n'est pas prédéterminé et que des choix différents sont possibles, que l'histoire n'est pas une voie unique vers une destination prédéfinie, mais un champ ouvert à l'action humaine, guidé par la prudence et éclairé par la sagesse du passé. L'idée que l'érosion de la famille traditionnelle, par exemple,
est simplement une adaptation naturelle à de nouvelles réalités sociales, ignore des siècles de pensée philosophique et religieuse sur l'importance de cette institution pour la stabilité sociale et la formation du caractère, ainsi que les preuves empiriques des conséquences négatives de sa déstructuration pour les enfants et les communautés. Présenter la résistance à certaines formes de cosmopolitisme mondialiste comme un simple nationalisme étroit d'esprit ignore les préoccupations légitimes concernant la perte de souveraineté démocratique, la dilution de l'identité culturelle et la vulnérabilité économique que la mondialisation débridée peut entraîner. Il est nécessaire de retrouver la capacité de faire des distinctions, d'évaluer les changements non seulement par leur nouveauté, mais par leur conformité à des principes durables et par leurs conséquences pratiques pour l'épanouissement de la vie humaine. Un autre mécanisme insidieux, profondément psychologique et culturel, qui sous-tend la trajectoire actuelle est l'attrait séduisant de l'universalisme abstrait au détriment des loyautés concrètes et particulières. La mentalité moderne, dans nombre de ses courants, tend à valoriser l'universel sur le particulier, l'abstrait sur le concret, le global sur le local. Le citoyen du monde, délié des liens spécifiques de lieu, d'histoire et de communauté, est fréquemment présenté comme l'idéal humain, supérieur à l'individu enraciné dans ses traditions et ses loyautés locales. Cette préférence pour l'abstrait a des racines philosophiques complexes, liées à certaines interprétations du rationalisme des Lumières et à des idéaux de fraternité universelle. Cependant, comme Burke et Kirk l'argumenteraient, cette quête d'une humanité abstraite mène souvent au mépris de l'humanité réelle, dans toute sa diversité et sa particularité. L'amour de l'humanité en général peut devenir une excuse pour négliger les devoirs envers la famille, les voisins et la communauté locale. La loyauté à des principes universels abstraits peut justifier la destruction d'institutions et de coutumes concrètes qui, bien qu'imparfaites, fournissent ordre et sens à la vie des personnes réelles. Burke affirmait fameusement que aimer la petite patrie à laquelle nous appartenons conduit à aimer notre pays conduit à aimer l'humanité. L'ordre naturel des affections commence par le plus proche et s'étend graduellement à des cercles plus larges. Tenter d'inverser cet ordre, en commençant par un amour abstrait de l'humanité, résulte souvent en froideur et indifférence envers ceux qui sont les plus proches, ou pire, en tyrannie au nom d'idéaux élevés. Le cosmopolitisme globaliste, lorsqu'il devient une idéologie qui exige la dissolution des identités nationales et culturelles au nom d'une gouvernance globale ou d'un marché unifié, représente, dans cette optique, une manifestation dangereuse de cette tendance. Il promet paix et prospérité universelle, mais risque de créer un monde déraciné, homogène et dépourvu de sens, gouverné par des élites technocratiques distantes et irresponsables envers les populations locales. L'alternative conservatrice n'est pas un repli xénophobe, mais un patriotisme éclairé et un localisme vibrant. On y reconnaît l'importance de la coopération internationale et des échanges culturels, mais on insiste sur le fait que la base d'un ordre international stable réside dans des nations fortes et cohérentes, et que la base d'une société saine réside dans des communautés locales florissantes, où les individus peuvent exercer la vertu civique, trouver un soutien mutuel et participer significativement à la gestion de leurs propres affaires, principe de subsidiarité. Le rejet du globalisme déraciné n'est donc pas un rejet du monde, mais une affirmation de l'importance du foyer, du lieu, de l'appartenance, comme condition préalable à une relation saine et responsable avec le monde plus vaste. Psychologiquement, l'attrait de l'universalisme abstrait peut résider dans sa simplicité apparente et sa pureté morale, en contraste avec les complexités, les ambiguïtés et les loyautés conflictuelles de la vie réelle en communauté. Il est plus facile d'aimer l'humanité que le voisin difficile. Il est plus gratifiant de se consacrer à sauver la planète qu'à entretenir le jardin local ou à participer à l'association de quartier. Cependant, c'est précisément dans ces tâches simples et concrètes que la vertu est cultivée et que la société est véritablement construite, de bas en haut. La reconstruction des valeurs occidentales, dans cette perspective, passe nécessairement par une revalorisation du particulier, du local, du concret, comme antidote à la séduction dangereuse des abstractions universalistes. Cela soulève une question délicate, comment équilibrer l'amour du sien avec l'ouverture à l'autre, sans tomber ni dans le provincialisme ni dans le déracinement? L'autonomie individuelle et collective se trouve sous une pression croissante dans un monde dominé par des structures de pouvoir de plus en plus centralisées et par une culture qui, paradoxalement, promeut un individualisme radical tout en minant les bases d'une véritable autonomie. Le conservatisme de Burke et Kirk offre une perspective distincte sur la liberté, la voyant non pas comme l'absence de restrictions, la liberté de libérale classique ou libertarienne, ni comme la réalisation d'un potentiel humain abstrait par l'action de l'État, la liberté pour de certaines traditions socialistes ou progressistes, mais comme une liberté ordonnée. Cette liberté ordonnée présuppose l'existence d'un ordre moral objectif et la nécessité de la maîtrise de soi et de la vertu de la part des citoyens. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'avoir la capacité de faire ce que l'on doit, de vivre en accord avec sa propre conscience et avec les exigences de la nature humaine. Cette capacité, à son tour, dépend de l'existence d'institutions sociales et culturelles qui forment le caractère, transmettent la sagesse morale et fournissent un cadre stable pour la vie en commun. La centralisation excessive du pouvoir, que ce soit dans l'État ou dans des corporations multinationales,
représente une menace directe à cette liberté ordonnée. En retirant le pouvoir de décision des mains des individus et des communautés locales et en le concentrant dans des bureaucraties distantes ou dans des forces de marché anonymes, elle infantilise les citoyens, les rendant dépendants et passifs. La prolifération de réglementations complexes, souvent créées par des experts non élus, étouffe l'initiative locale et la responsabilité personnelle. L'érosion des institutions intermédiaires familles, églises, associations volontaires, gouvernements locaux suppriment les amortisseurs qui protégeaient l'individu du pouvoir écrasant de l'État central et fournissaient des espaces pour l'exercice de l'autonomie réelle. Dans le même temps, la culture contemporaine, avec son emphase sur l'hédonisme, le consumérisme et l'expression de soi illimitée, promeut une fausse notion de liberté qui, dans la pratique, peut mener à l'esclavage des passions et à la désintégration sociale. La quête incessante de gratification immédiate et le rejet de toute limite ou devoir corrodent l'autodiscipline nécessaire à la liberté ordonnée. L'individualisme atomisé, qui voit l'individu comme une monade isolée, sans dette envers le passé ni responsabilité envers la communauté, détruit les liens sociaux qui sont essentiels à la résilience individuelle et collective. Dans ce contexte, la défense de l'autonomie ne passe pas par l'exigence de davantage de droits abstraits de l'État, mais par la reconstruction des conditions de la responsabilité personnelle et de l'autonomie locale. Cela signifie renforcer les institutions de la société civile qui cultivent la vertu et la coopération. Cela signifie promouvoir des politiques qui rendent le pouvoir et les ressources aux communautés locales, subsidiarité. Cela signifie résister à la culture de l'éphémère et du superficiel, en cultivant en retour une appréciation de la permanence, de la beauté et de la vérité. L'autonomie collective, la capacité d'une communauté ou d'une nation à déterminer son propre destin, est également menacée par le globalisme technocratique et le transfert de souveraineté à des organismes internationaux non démocratiques. La défense de la souveraineté nationale, dans cette perspective conservatrice, n'est pas une fin en soi, mais un moyen nécessaire pour préserver la liberté ordonnée et la possibilité d'autonomie d'un peuple spécifique, avec son histoire, sa culture et ses traditions particulières. Comment une société peut-elle recouvrer une véritable autonomie dans un monde qui semble conspirer contre elle, la poussant vers la dépendance et la passivité? La réponse burkéenne et kirkienne pointe vers la nécessité d'un effort conscient et patient de reconstruction institutionnelle et culturelle, en commençant par le niveau le plus fondamental, la famille, l'école, la paroisse, le voisinage. Un quatrième mécanisme, intrinsèquement lié au précédent, est l'instrumentalisation de l'éducation et du langage pour miner activement les valeurs et les récits traditionnels qui soutiennent la civilisation occidentale. Les institutions éducatives, de l'école primaire à l'université, sont devenues, dans de nombreux cas, des champs de bataille idéologiques où des visions du monde concurrentes se disputent l'âme des nouvelles générations. Une critique conservatrice fréquente souligne la domination, dans de nombreux cursus et environnements académiques, de perspectives qui mettent l'accent sur la critique radicale, la déconstruction des identités et le rejet de l'héritage culturel occidental, souvent dépeint comme intrinsèquement oppressif, patriarcal et raciste. Bien que l'analyse critique du passé soit essentielle, on argue que cette approche dégénère souvent en un nihilisme culturel, privant les jeunes de l'accès à la richesse de leur propre tradition, la philosophie grecque, le droit romain, la théologie chrétienne, la grande littérature et l'art, que Kirk considérait comme des sources indispensables à la formation de l'imagination morale. L'imagination morale, pour Kirk, est la capacité de percevoir l'ordre éthique dans l'univers et de conformer sa propre vie à celui-ci, une capacité nourrie non par des slogans idéologiques, mais par l'immersion dans des histoires, des mythes et des exemples de vertu qui parlent à l'âme. Lorsque l'éducation se concentre exclusivement sur la dénonciation des péchés du passé, sans reconnaître également ses réalisations et sa sagesse durable, elle manque à sa mission fondamentale de transmettre un héritage culturel et de former des citoyens vertueux. Au lieu de cela, elle peut produire des individus ressentis, cyniques et dépourvus d'un sens d'appartenance ou d'un but transcendant. Parallèlement, le langage devient un outil de contrôle et de transformation sociale. L'introduction de néologismes, la redéfinition de termes traditionnels, comme famille, genre, liberté, justice, et l'imposition de codes de langage politiquement corrects visent non seulement à décrire la réalité, mais à la modeler selon un agenda idéologique spécifique. Des concepts qui possédaient autrefois une signification stable et partagée deviennent fluides et contestés, rendant difficile la communication claire et le débat rationnel. La critique de certaines idéologies ou politiques peut être réduite au silence par des accusations de discours de haine, d'intolérances ou de phobie, créant un climat d'intimidation intellectuelle qui étouffe la dissidence. Burke percevait déjà le pouvoir des mots pour enflammer les passions et justifier des atrocités, mettant en garde contre la rhétorique incendiaire des révolutionnaires. Kirk, quant à lui, soulignait l'importance de la précision linguistique et de la défense du sens traditionnel des mots comme rempart contre la confusion idéologique. La récupération d'une éducation véritablement libérale, au sens classique, une éducation qui vise à cultiver la sagesse et la vertu par l'étude des grandes œuvres de la tradition occidentale et le développement d'une pensée critique authentique est considérée comme essentielle. Tout aussi cruciale est la défense de la liberté d'expression et du débat ouvert,
en résistant aux tentatives d'imposer des orthodoxies linguistiques ou idéologiques. Il s'agit de retrouver confiance dans la capacité de la raison et de la persuasion à rechercher la vérité, en contraste avec la coercition et la manipulation. La question qui se posait, comment les parents, les éducateurs et les citoyens ordinaires peuvent-ils résister à ce courant culturel et linguistique et créer des espaces où une éducation authentique et un discours libre sont encore possibles? C'est une bataille qui se livre non seulement dans les grandes institutions, mais aussi dans les salles de classe, autour des tables à manger et dans les conversations quotidiennes. L'accélération technologique, bien qu'apportant des bénéfices indéniables, fonctionne également comme un puissant moteur de disruption sociale et culturelle, dont les effets profonds ne sont souvent pas dûment considérés. La vitesse vertigineuse des changements technologiques dans la communication, l'automatisation, la biotechnologie défie la capacité des institutions sociales, des cadres moraux et de la psychologie humaine elle-même à s'adapter de manière réfléchie et organique. Le conservatisme, avec son emphase sur la prudence, la continuité et les limites humaines, offre une perspective critique essentielle pour naviguer dans cette ère de transformation accélérée. La technologie n'est pas neutre, elle modèle nos habitudes, nos relations, notre perception de la réalité et même notre compréhension de ce que signifie être humain. Les réseaux sociaux, par exemple, promettaient de connecter le monde, mais contribuent fréquemment à la polarisation, à la superficialité, à l'anxiété et à l'isolement social. Ils créent des bulles de filtres et des chambres d'écho, où nous ne sommes exposés qu'à des informations qui confirment nos préjugés, rendant difficile le dialogue et l'empathie. La culture de la gratification instantanée, favorisée par Internet et les appareils mobiles, érode la patience, la capacité de concentration et la disposition à l'effort soutenu, vertus essentielles à l'apprentissage profond, au travail significatif et aux relations durables. L'automatisation croissante menace non seulement les emplois, mais aussi le sens du but et de la dignité que le travail peut procurer. L'intelligence artificielle soulève des questions éthiques profondes sur la nature de la conscience, de la créativité et de la responsabilité. Les biotechnologies, comme l'édition génétique, ouvrent des possibilités effrayantes de redessiner la nature humaine elle-même, défiant les notions fondamentales sur la vie, la famille et l'identité. Face à ces défis, une approche purement technocratique ou libertarienne, qui voit la technologie comme une force intrinsèquement positive à libérer sans restriction, se révèle dangereusement naïve. La perspective conservatrice, informée par Burke et Kirk, insiste sur la nécessité d'évaluer les nouvelles technologies non seulement pour leur efficacité ou leur potentiel de profit, mais pour leurs implications sur la dignité humaine, la cohésion sociale et l'ordre moral. Elle requiert une réflexion éthique profonde sur les fins auxquelles la technologie doit servir et les limites qui doivent être imposées à son développement et à son application. Cela ne signifie pas un rejet ludiste du progrès technologique, mais plutôt une défense de la primauté de l'humain sur la machine, de la sagesse sur la simple information, de la prudence sur la hâte irréfléchie. Cela ne signifie pas un rejet ludique du progrès technologique, mais plutôt une défense de la primauté de l'humain sur la machine, de la sagesse sur la simple information, de la prudence sur la hâte irréfléchie. Cela signifie cultiver une écologie humaine, comme le dirait le pape Benoît XVI, qui respecte l'ordre naturel et les rythmes de la vie humaine, en résistant à la tentation de traiter le monde et nous-mêmes comme de simples objets de manipulation technique. La question cruciale est de savoir comment nous pouvons développer une relation plus sage et plus humaine avec la technologie, en utilisant ces outils pour renforcer, au lieu de miner, les liens communautaires, la vie familiale, la culture et la recherche de la vérité et du bien. Comment pouvons-nous garantir que le progrès technologique serve l'épanouissement humain, au lieu de nous conduire vers un avenir dystopique de contrôle, d'aliénation et de déshumanisation? La réponse conservatrice suggère que cela requiert non seulement des réglementations externes, mais, fondamentalement, une renaissance de la sagesse morale et spirituelle capable de guider nos choix technologiques. Enfin, les forces économiques dominantes sur la scène mondiale contemporaine agissent également comme un mécanisme puissant dans l'érosion des structures sociales et des valeurs traditionnelles. Un capitalisme financiarisé et globalisé, axé sur la maximisation du profit à court terme et sur la mobilité illimitée du capital et du travail, opère souvent en tension directe avec les idéaux conservateurs de communautés stables, de travail digne et de gestion responsable des ressources, stewardship. La pression constante pour l'efficacité et la compétitivité peut entraîner la désindustrialisation de régions entières, la précarisation du travail, la destruction de petites entreprises locales et la concentration de richesses et de pouvoir entre peu de mains. La mobilité exigée par le marché mondial affaiblit les liens communautaires, car les personnes sont encouragées à déménager constamment en quête d'opportunités, rendant difficile l'enracinement, la formation de familles stables et la participation civique locale. La culture du consumérisme, intrinsèquement liée à ce modèle économique, promeut des valeurs matérialistes, l'individualisme possessif et la recherche incessante de la nouveauté, minant des vertus comme la frugalité, la gratitude, la loyauté et le contentement. L'idée même de valeur est souvent réduite à son équivalent monétaire, obscurcissant d'autres formes de richesse culturelle, sociale, spirituelle qui sont essentielles à une vie humaine pleine. Burke, bien que défenseur de la propriété privée et du libre marché dans certaines limites morales et légales,
était profondément sceptique à l'égard d'une économie purement basée sur le calcul égoïste et détachée de considérations éthiques et sociales. Il comprenait que l'économie devait être au service de la société, et non l'inverse. Kirk, de même, critiquait le matérialisme tant du capitalisme débridé que du socialisme, arguant que tous deux réduisaient l'être humain à une créature purement économique, ignorant ses besoins spirituels et moraux les plus profonds. Il défendait une économie plus humaine, basée sur la propriété largement distribuée, le travail significatif, la responsabilité locale et le respect de l'ordre naturel. La réponse conservatrice à la crise économique et sociale contemporaine ne réside donc pas dans une défense acritique du statu quo capitaliste, ni dans une adhésion à des solutions socialistes étatistes. Au lieu de cela, elle cherche à promouvoir un modèle économique compatible avec la dignité humaine et la cohésion sociale. Cela peut impliquer des politiques qui favorisent les petites et moyennes entreprises locales au détriment des grandes corporations multinationales, qui protègent les travailleurs de la précarisation excessive, qui encouragent la formation de capital dans les communautés, qui promeuvent la gestion responsable de l'environnement et qui reconnaissent l'importance du travail non rémunéré, comme le soin de la famille et le bénévolat communautaire. Il s'agit de subordonner la logique du marché aux impératifs de l'ordre moral et du bien commun, en reconnaissant qu'une économie saine est celle qui renforce, et non détruit, les fondements de la société, la famille, la communauté et la culture. Comment pouvons-nous réorienter notre économie pour qu'elle serve mieux les fins humaines et sociales, au lieu de dicter les termes de notre existence? La tradition conservatrice suggère que cela requiert non seulement des changements politiques, mais un changement culturel plus profond, une redécouverte de la valeur du travail bien fait, de la modération dans les désirs et de la primauté des relations sur les possessions. Face à cette analyse multifacette des crises et des mécanismes qui les sous-tendent, quelles seraient donc les stratégies concrètes, inspirées par Burke et Kirk, pour démanteler leurs effets et initier un processus de reconstruction? L'accent est mis, invariablement, sur la revitalisation des institutions locales et sur le rejet conscient d'un cosmopolitisme déraciné qui dissout les identités et les loyautés particulières. La première stratégie fondamentale est le renforcement délibéré de la petite patrie, la communauté locale dans ses diverses formes, la famille, le voisinage, la paroisse ou la congrégation religieuse, l'école locale, les associations civiques et volontaires. C'est dans ces domaines que la vertu est apprise et pratiquée, que les liens de confiance et de solidarité sont forgés, et que les individus peuvent expérimenter la véritable autonomie. Cela implique un effort conscient pour investir du temps, de l'énergie et des ressources dans ces institutions. Cela signifie privilégier le commerce local, participer aux réunions de l'école ou de l'association de quartier, faire du bénévolat dans des initiatives communautaires, soutenir les églises et les institutions religieuses locales qui agissent comme des ancres morales et des centres de service social. Politiquement, cela implique de défendre le principe de subsidiarité, en luttant pour la dévolution du pouvoir et des ressources du gouvernement central vers les niveaux locaux et régionaux, permettant aux communautés de prendre des décisions sur les affaires qui les concernent directement. La famille, en tant que cellule de base de la société et première école de vertu, mérite une attention particulière. Les politiques qui soutiennent le mariage stable, qui facilitent l'éducation des enfants par leurs parents conformément à leurs valeurs, et qui allègent les pressions économiques sur les familles sont cruciales. La deuxième stratégie interdépendante est la récupération d'une éducation qui transmette l'héritage culturel et forme le caractère moral. Cela peut impliquer la création d'écoles alternatives, privées, charter, enseignement à domicile, qui offrent un cursus classique et une formation morale robuste, ou des efforts pour réformer les écoles publiques de l'intérieur, en exigeant un retour aux fondamentaux académiques et en résistant à la politisation de l'enseignement. Cela implique également un effort individuel et familial d'auto-éducation, de lecture des grands ouvrages, de culture de l'imagination morale à travers l'art, la littérature et l'histoire. L'université, en particulier, doit être mise au défi de retrouver sa mission originelle de recherche désintéressée de la vérité, au lieu de servir d'incubateur à l'activisme idéologique. La troisième stratégie est la défense de la liberté religieuse et la reconnaissance du rôle indispensable de la foi dans le maintien de l'ordre moral et social. Pour Burke et Kirk, la religion n'était pas une simple affaire privée, mais le fondement ultime de la civilisation. La tentative moderne de construire une société purement séculière, dépourvue de toute référence transcendante, est vouée à l'échec, argumente Ryle, car elle supprime la sanction la plus profonde de la moralité et ouvre la porte au nihilisme et à la tyrannie. Soutenir les institutions religieuses, défendre la liberté de conscience et de culte, et apporter la perspective de la foi dans le débat public sont donc des tâches essentielles. Une quatrième stratégie implique la promotion d'une économie plus humaine et localiste, comme mentionné précédemment. Cela requiert non seulement des politiques gouvernementales, mais aussi des choix individuels conscients, préférer les produits locaux et durables aux importations jetables, soutenir les entreprises qui traitent leurs employés avec dignité, pratiquer la frugalité et la générosité, investir dans sa propre communauté. La cinquième stratégie, peut-être la plus controversée, est le rejet articulé de certaines formes de mondialisation et de cosmopolitisme qui minent la souveraineté nationale, l'identité culturelle et la cohésion sociale. Cela ne signifie pas l'isolationnisme, mais plutôt une défense du droit des nations à contrôler leurs frontières,
à préserver leur culture et à se gouverner démocratiquement, sans l'ingérence indue d'organismes internationaux non élus ou de forces de marché mondiales incontrôlées. Cela signifie réaffirmer la valeur de l'État-nation comme cadre principal de la vie politique et de la loyauté civique, tout en cultivant un respect pour les autres nations et cultures. Toutes ces stratégies, cependant, dépendent d'une condition préalable fondamentale, un renouveau intérieur, une révolution de l'âme. Comme Kirk insistait, la politique est, en définitive, l'art d'ordonner l'âme. Les crises externes qui affligent l'Occident sont, dans une large mesure, les reflets d'un désordre intérieur, d'une perte de contact avec les choses permanentes. La reconstruction de la civilisation requiert, avant tout, la reconstruction du caractère individuel, la culture de vertus comme la prudence, la tempérance, la justice, le courage, l'humilité et la charité. Elle requiert une redécouverte du sens de la vie qui va au-delà du matérialisme et de l'hédonisme, une ouverture à la dimension transcendante de l'existence. Sans cette transformation intérieure, tous les efforts de réforme institutionnelle et politique risquent d'être superficiels et inefficaces. Le chemin vers une revitalisation conservatrice, inspirée des principes de Burke et Kirk, est, par nature, ardu, patient et contre-intuitif dans un monde obsédé par la vitesse, la nouveauté et les solutions faciles. Il ne promet pas d'utopie, mais plutôt la possibilité d'un ordre social plus juste, plus libre et plus humain, ancré dans la réalité de la nature humaine et dans la sagesse accumulée de la tradition. Il exige une rupture avec les récits dominants de déclin inévitable ou de progrès linéaire, et l'adoption d'une perspective plus tragique, mais aussi plus pleine d'espoir, sur la condition humaine. Il reconnaît que la civilisation est une conquête fragile, qui requiert une vigilance constante et un effort continu pour être préservée et transmise. L'accent mis sur le localisme et le rejet d'un globalisme déraciné ne doivent pas être mal interprétés comme un appel au repli ou à l'hostilité envers l'extérieur. Au contraire, on nargue que seuls des individus et des communautés sûrs de leur propre identité et enracinés dans leur propre lieu peuvent se relier au monde de manière saine et constructive. Le véritable cosmopolitisme, peut-être, n'est pas celui du citoyen de nulle part, mais celui qui, à partir d'un profond amour et d'une connaissance de son propre foyer, parvient à apprécier et à apprendre de la diversité des autres petites patries qui composent la mosaïque de l'humanité. La reconstruction des valeurs occidentales ne se fera pas par décret gouvernemental ou par des révolutions de masse, mais par la lente et patiente accumulation d'actes de vertu, de construction communautaire, de transmission culturelle et de résistance silencieuse aux forces de la dissolution. Elle commence par la décision individuelle de vivre différemment, de cultiver sa propre âme, de prendre soin de sa propre famille et de son voisinage, de défendre la vérité même lorsqu'elle est impopulaire. C'est une révolution qui opère non par la force, mais par la persuasion, par l'exemple et par la grâce. Les défis sont immenses. Les forces alignées contre un tel renouveau, inertie institutionnelle, intérêts économiques puissants, idéologie enracinée, apathie culturelle sont formidables. Cependant, l'histoire est pleine d'exemples de renaissance inattendue, de moments où des sociétés qui semblaient au bord de l'effondrement ont trouvé dans leur propre tradition les ressources pour se réinventer. L'héritage de Burke et Kirk offre non pas une feuille de route détaillée, mais un ensemble de principes directeurs, une boussole morale et intellectuelle pour naviguer dans les eaux troubles du XXIe siècle. Il nous rappelle que les choses permanentes ne disparaissent pas simplement parce qu'elles sont ignorées ou niées, et que l'ordre de l'âme et l'ordre de la société sont intrinsèquement liés. Peut-être que le salut de l'Occident, s'il advient, ne prendra pas la forme d'un retour triomphal à un passé idéalisé, mais plutôt celle d'une redécouverte humble et laborieuse des vérités durables qui ont toujours soutenu sa grandeur et sa fragilité. Ce sera un chemin long, qui exigera courage, persévérance et, par-dessus tout, une foi renouvelée dans la capacité humaine à la vertu et à la transcendance. La question finale n'est pas de savoir si Burke et Kirk peuvent sauver l'Occident, mais si nous, les héritiers de cette civilisation, aurons la sagesse et la volonté d'écouter leurs conseils et d'entreprendre la tâche ardue de reconstruction qu'ils nous proposent, en commençant par nos propres cœurs et dans nos propres communautés.